première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parlera toujours cash mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Privé de caquette, tel est le thème du jour. Et attention, c'est privé et ou privé et e. Aujourd'hui, nous allons voir les deux catégories d'hommes et de femmes qui sont privés de caquette. J'insiste lourdement, ceci n'est pas l'apanage des hommes. Alors quel est leur quotidien? Comment ça se manifeste? D'où ça vient? Et quelles sont leurs stratégies pour compenser le fait de ne pas avoir de vie sexuelle qui n'est pas forcément en lien avec une faible libido? Dans tous les cas, cela ressemble à de l'auto-sabotage et pour vous aider à avancer, j'organise un webinaire dimanche 20 juin à 20h sur ce thème que je connais bien puisque j'ai écrit un livre à ce sujet. Le fait d'être privé de caquette et de vivre une frustration sexuelle sera évidemment abordé ce jour-là. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Nous avons donc deux grandes catégories d'hommes et de femmes. Il y a d'abord les inhibés, ceux qui ne s'autorisent pas, qui n'ont pas le droit, qui sont privés. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas ou qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'il y a une forme d'interdiction. Pourquoi sont-ils privés? On pourrait dire qu'ils ont un physique disgracieux, mais je n'y crois pas. Tout le monde a le droit à l'amour et à la sexualité, même les plus vilains. Et d'ailleurs, comme disait ma grand-mère, à chaque pot son couvercle. La plupart du temps, si on commence par les hommes, il s'agit de castration. Ce sont de gentils garçons au service des émotions de leur mère, des états d'âme de leur mère, des exigences de leur mère, des désirs de leur mère, des projections de leur mère, qui a passé sa vie à leur marteler qu'elle s'était sacrifiée pour eux. À cause de toi, je me suis sacrifiée. Qu'est-ce que j'ai pu l'entendre, cette phrase? Certes, le modèle judéo-chrétien avait autrefois plus d'emprise sur les individus, mais de tout temps, on a vu des divorces, on a vu des personnes qui partaient, on a vu des personnes qui se mettaient à travailler et qui développaient des activités pour être autonomes. Donc l'histoire du sacrifice, je n'achète pas. Souvent, ces mères se sont plaintes des dysfonctionnements ou des addictions du père. Soit il avait une maladie psychiatrique comme la bipolarité, la dépression, un côté caractériel, des crises, je parle des parents de mes coachés, que mes coachés aient d'ailleurs 20 ans ou 60 ans. Soit il avait une addiction, l'addiction qui revenait le plus c'était évidemment l'alcool. En numéro 2, l'infidélité ou le type qui était toujours à l'extérieur, s'occupant du foot, s'occupant de bricoler à gauche à droite chez les voisins, passant son temps à faire le joli cœur au café en payant des pots à tout le monde. Parfois même, la mère devait se mettre à travailler pour pouvoir nourrir ses enfants. En synthèse, la mère a été maltraitée par le père. Cela fabrique évidemment des sauveurs très souvent, mais au-delà de cette posture, ils n'ont pas droit de se servir de leurs attributs. C'est comme s'ils avaient signé un contrat avec leur mère à leur naissance, comme quoi leur bas-ventre appartenait à leur mère. Certains ont le droit de s'en servir, mais de façon légère, pour rester au centre de la vie de leur mère et ne pas la trahir. Ceux dont je parle maintenant n'ont pas le droit de se servir de leurs attributs parce que le fait même de s'en servir serait une trahison. Ce qui fait qu'ils ont souvent eu des partenaires castratrices. Et je pense à un de mes coachés qui me racontait que sa mère lui disait quand elle le croisait, alors qu'il avait 12 ans, « Ah, t'as des cernes sous les yeux, tu t'es encore paluché toute la nuit », ce qui est d'une intrusion sans nom. Quant à la question des loyautés au père et à la mère, je vous renvoie à la vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube. J'ai fait plusieurs vidéos sur le thème, dont une sur les toutous, les bons garçons, les fameux sauveurs, ceux qui se retrouvent à donner beaucoup pour recevoir des miettes. Voyons maintenant comment ces hommes et ces femmes compensent finalement cette entre guillemets privation de caquette. Chez les hommes, comme on vient de le voir, il y a très souvent une hypermasturbation qui peut prendre des proportions importantes, au point de le freiner dans sa vie et dans son évolution, avec parfois des déviances. Les déviances seraient des attouchements auprès de neveux ou de nièces, une forme d'exhibitionnisme, du fétichisme, et bien sûr le recours à la prostitution, parce qu'au moins là il se passe quelque chose. Et c'est probablement cette extrême frustration qui va générer des déviances. À ce sujet, j'ai créé une formation sur les fantasmes sexuels des hommes dans laquelle je montre comment l'éducation va colorer la sexualité de l'adulte. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Chez les femmes, j'ai remarqué des comportements méchants. Vous savez, ces bigotes qui gardent le diamant qu'elles ont entre leurs fesses, comme disait Brel. Ces femmes qui ont une langue de vipère, qui critiquent beaucoup, surtout la jeunesse sexy. La méchanceté est une forme de compensation. Mais il y en a une autre
c'est ce que j'appelle l'hyper-religion. Dieu, lui, ne me trompera jamais. Je peux lui faire confiance, je ne serai jamais déçue. Et j'ai vu ça très souvent dans les familles de mes coachés. Un personnage un peu bigot. Ça peut être la mère, bien sûr, qui est très impliquée dans la vie patronale de la paroisse, mais ça peut être aussi la sœur qui est en couple avec Dieu, et qui est vierge, bien sûr. Sans être nonne, c'est ça l'intérêt. Après, il y a des femmes qui compensent par des comportements extrêmement sexy, comme l'allumage, la séduction, être à moitié dénudée, allumer des hommes plus jeunes, sans rien en faire, mais susciter les sifflements des hommes dans la rue. Ça peut aller jusqu'à l'érotomanie ou la nymphomanie, mais ça n'est pas notre sujet. Moi, je me concentre sur celles qui sont privées de caquettes, et je vous renvoie au podcast que j'ai sorti récemment qui s'appelle « Elles ne pensent qu'à ça ». Parlons maintenant de ceux, de celles qui vous privent délibérément de caquettes, toujours entre guillemets, par excès ou par défaut. Par excès, c'est quand ils sont dans une intention méchante, humiliante, dévalorisante. Par défaut, c'est quand ça les dépasse, si on devait le résumer. Alors ceux qui vous privent par méchanceté, on va commencer par les hommes, sont en train de se venger. Et contre toute attente, il y a vraiment une intention délétère derrière leur posture, qui est souvent alliée à la perversion ou à l'emprise, mais pas forcément. Tout pervers va avoir un rapport singulier à la sexualité, soit être un dieu au lit, soit vous en priver, soit être tordu sexuellement ou totalement déviant, ou obsédé par le fait de vous imposer un certain type de fantasme, qui doit se passer exactement comme prévu dans un scénario programmé. Mais toute personne qui vous prive de sexe pour se venger n'est pas forcément un pervers. Je précise parce qu'on met le pervers à toutes les sauces. Je pense qu'un comportement toxique n'est pas forcément celui d'un pervers. Il peut l'être, mais pas uniquement. L'enjeu, en fait, pour cet homme qui ne vous désire pas sciemment, c'est de vous faire croire que vous n'êtes pas désirable, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Ah, mais si vous étiez plus ceci, plus cela, moins cela. Ah, alors là, il serait fou de désir. Là, bien sûr, là, il vous aimerait vraiment. Mais là, actuellement, tel que vous êtes, pauvre petite chose qui ne ressemble à rien, qu'est-ce que vous voulez générer son désir? Mais quelle prétention! Comment osez-vous penser un seul instant que vous êtes excitante? D'ailleurs, vous avez beaucoup de chance, parce que personne d'autre que lui ne vous supporterait, tellement vous êtes aussi peu désirable. Là, on est dans la perversion, bien sûr. Curieusement, cette posture peut aussi être une façon de masquer une impuissance. Une impuissance qui est liée à un interdit, qui est liée à une trahison à la mère. Donc, pour ne pas trahir ma mère, je vais être impuissant ou je vais m'ôter tout désir et te faire payer la colère que j'ai contre ma mère de ne pas avoir le droit d'utiliser mon sexe. Et donc, lui, il sera pas en train de vous dire que vous êtes nul. C'est vous qui allez le penser, toute seule. Lui, il dit juste qu'il a pas envie. Il va vous dire, mais c'est pas possible, tu penses qu'à ça. Retourne chez ton ex. Et je me souviens d'une coachée qui me racontait que, comme son ex était plutôt porté sur la chose, le nouveau partenaire frustrant lui disait « Retourne chez Rocco Siffredi !» Pour ceux qui sont nés récemment, Rocco Siffredi, c'était un acteur porno qui avait un sexe surdimensionné et qui était la référence en termes de sexualité virile, etc. Dans tous les cas, les hommes qui vous privent de sexe, que ce soit d'une manière sournoise ou d'une manière plus violente, sont très souvent des hommes qui ont vécu des abus, quelle que soit la forme que ces abus aient pris. Il y a aussi les hommes qui ne sont pas portés sur la chose, comme on dit. Ce serait intéressant de savoir pourquoi, mais il faudrait un coaching pour chaque cas. Ce dont on peut être sûr, même si rien n'est jamais écrit sur du marbre, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse que, en vous laissant en jachère sensuelle, ils vous font probablement payer quelque chose. Côté femme, pas de surprise. Mais tout dépend des générations. De mon expérience de coaching, je retiens 3 profils dominants. Celles qui punissent, d'où le célèbre « Puisque tu n'as pas accédé à ma demande, tu seras privé de caquette ». À ce sujet, il y a un film très drôle, La source des femmes. Dans un pays d'Orient imaginaire, les femmes d'un village, las d'acheminer l'eau d'une source lointaine sur leurs épaules, décident de mettre à bas la suggestion religieuse et machiste qui les tient sous le joug. Pour obliger leur mari à amener l'eau vers le village, elles retrouvent l'antique stratagème de Lysistrata, comme dans la comédie d'Aristophane, elles décident de faire la grève du sexe. Lysistrata était une belle Athénienne qui imagina un stratagème redoutablement efficace pour faire cesser la guerre que se livraient à l'époque les Grecs entre eux. L'arme absolue, la grève du sexe de toutes les femmes. Dans Lysistrata, il est donc question des femmes, les laissées pour compte de ce monde excessivement patriarcal. Transposée au sujet d'aujourd'hui, notre Lysistrata moderne demanderait-elle à son conjoint de prendre sa part de responsabilité dans la maison? Se pose alors la question suivante, cette grève entre guillemets est-elle fondée ou ne reflète-t-elle pas les comportements tyranniques d'une petite fille capricieuse? Il vous incombe donc, messieurs, de découvrir les raisons de son courroux. En d'autres termes, si vous en faisiez un peu plus, peut-être seriez-vous moins privé. Ça n'est qu'une hypothèse, bien sûr, chaque cas étant particulier. Voyons maintenant le profil assez classique de celles qui n'aiment pas le sexe, ou qui, une fois les enfants nés, perdent tout désir, ce qui revient au même. D'ailleurs, à en croire le livre Sperm War
la guerre du sperme, les femmes sont fort excitées au moment de l'ovulation, et on comprend pourquoi, puisque l'enjeu est d'avoir un enfant. Ce qui expliquerait ce phénomène de société dont on parle peu, à savoir le fait que des femmes soient fécondées par leur amant avec un sperme vaillant, alors qu'elles élèvent leur progéniture avec leur mari. De nombreux enfants seraient élevés par des hommes qui ignorent ne pas être le père. Dans tous les cas, on a constaté que, une fois les enfants conçus, madame a moins de désir. On pourrait croire que c'est une affaire de génération, mais pas du tout. Ce que je vois sur le terrain, ce sont des femmes en difficulté avec la sexualité, toutes générations confondues. Cependant, ne nous mentons pas, l'éducation judéo-chrétienne y est pour beaucoup, et le rapport à la sexualité que chaque femme entretient avec son corps est totalement lié à celui que sa mère entretenait avec le sien. Quand je parle d'un rapport au corps, ça implique le soin du corps, la façon de mettre le corps en valeur, le rapport à la masturbation. J'ai des coachés qui ne se sont jamais masturbés à 40 ans. Quand je leur dis « mais commencer par pratiquer l'autoplaisir est un bon début » et elles me regardent avec des yeux « ouh ». Et bien sûr, dans le rapport au corps, il y a le lien à la sexualité que la mère entretenait avec le père. Par exemple, j'ai souvent croisé ce type de femmes. Leur mère leur balançait des informations dérangeantes au petit déjeuner du type « ton père, il n'a pas eu ce qu'il voulait hier soir, c'est pour ça qu'il fait la gueule ce matin ». Waouh. D'autres mères, toujours généreuses en détail à l'égard de la fille élue comme grande oreille / thérapeute, se plaignaient de la saillie conjugale, entre guillemets, de leur mari. Et en gros expliquaient que ça ne les intéressait pas, qu'il en avait trop envie, qu'il fallait faire le devoir, que c'était pas drôle. Donc forcément ça laisse des traces. À l'inverse, j'ai vu des femmes s'exhiber, seins à l'air et le reste aussi, vis-à-vis de leurs enfants, mais aussi vis-à-vis de leurs filles. Et je pense à une personne dont la mère faisait la gymnastique nue, jambes écartées devant sa fille, et chaque fois que sa fille lui disait « Ah, ça me gratte » en parlant de son sexe, la mère se livrait à une inspection gynécologique du sexe de sa fille. Donc là, évidemment, c'est une forme d'abus, mais ça laisse aussi des traces quant à la sexualité. J'ai aussi croisé une jeune femme de 30 ans qui avait été abusée par un gynécologue. La maladie qu'elle avait nécessitait une inspection qu'on ne pouvait pas faire de façon gynécologique puisqu'elle était vierge, et ça s'est fait avec un spéculum dans l'anus, d'une manière répétitive. Par la suite, elle a découvert qu'il y avait eu des plaintes quant à cet homme. Toute la transmission des mères ou les expériences prématurées liées aux organes sexuels évidemment laisse des traces et impacte la sexualité de l'âge adulte. On peut aisément comprendre pourquoi certaines personnes n'ont pas envie ou ne s'intéressent pas à la sexualité. Alors finalement, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce qui s'est mis en place. Pour certaines femmes, la loyauté consiste à faire comme, et à vivre de la frustration, des interdits, sous une autre forme, une génération plus tard, que celle de leur mère. Alors il y a celles qui restent vierges très longtemps, jusqu'à des âges où ça en devient gênant. Il y a celles qui font le minimum syndical, et je connais même un couple qui, ne parvenant pas à faire l'amour, a fait un enfant par FIV. Il y a celles aussi qui vont se jeter à la tête des hommes de façon à ce que rien ne soit possible et qui vont saboter la relation avant même qu'elle ait pu avoir lieu. Et au meilleur des cas, un soir de beuverie, elle amènera l'homme où elle le souhaite, c'est-à-dire dans le cadre d'un coït ponctuel, et n'aura plus que ses yeux pour pleurer quand l'homme l'aura totalement oublié. Ce qui fait que, à part les moments où elle arrive dans un bar à lever un homme, sa vie est assez triste. Il y a aussi les femmes manipulatrices, nous y arrivons, qui vont donc instrumentaliser l'homme pour obtenir un maximum en donnant un minimum. On retrouve là le comportement toxique, parfois pervers de femmes qui elles aussi cherchent à se venger en humiliant leur partenaire. Elles leur font ainsi porter la colère éprouvée à l'égard d'autres personnes. C'est bien connu, la haine n'a rien à voir avec son objet. Alors pour conclure, si vous vivez une frustration sexuelle, je vous invite vraiment à essayer de lui donner du sens et à essayer de comprendre d'où elle vient, à quel moment elle s'est mise en place et à quoi elle sert. Quel est votre bénéfice à être, entre guillemets, privé de caquette, quel que soit votre sexe? Le bénéfice caché, le bénéfice officiel? Quel est le non-désir? Quel est le désir? Quels sont les fantasmes que vous mettez en place pour contrebalancer cette frustration? Ou quelles sont les attitudes excessives du type faire énormément de sport pour ne pas être confronté à la souffrance qui serait tellement insupportable si vous étiez amené à la rencontrer. Ce qui nous amène toujours à la question essentielle: pourquoi avez-vous été programmé dans votre enfance? Quel lien avez-vous entretenu avec votre famille? Quel lien entretenez-vous aujourd'hui? Quel lien entretenez-vous avec vos partenaires, vos collègues, vos amis? Y a-t-il évidemment des similitudes? Et une fois de plus, parvenir à faire le lien entre le passé et le présent, prendre l'ascenseur du temps pour accepter de voir ce qui dérange, c'est le commencement de la libération.
Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.